Eh bien, je m'appelle Stéphane Goffin, je suis né le 28 octobre 1968 en Belgique, dans la ville de Namur, ville dans laquelle je réside toujours actuellement et dans laquelle j'ai mon dojo, le Tadaima Dojo. Je suis professeur professionnel d'aïkido, 7e dan de l'Aikikai. Alors oui, j'ai commencé jeune et j'ai eu la chance de commencer dans un vrai dojo, pas dans une salle de sport. Et en fait, l'aïkido a très rapidement été quelque chose d'important pour moi. Le dojo dans lequel j'ai commencé avait une bonne balance entre une ambiance de travail avec des règles assez strictes, on ne rigolait quand même pas. Mais malgré tout, il y avait une ambiance familiale. Et comme j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années, donc quand on a un stage là dans un groupe d'adultes, on est toujours un peu la mascotte, donc j'avais une place un peu privilégiée. Et l'aïkido, rapidement, c'est devenu une activité très importante pour moi. Je ne ratais jamais un cours, c'était vraiment... Voilà, il fallait que je sois au dojo. Et puis, les choses se sont faites très naturellement. Petit à petit, finalement, l'aïkido a pris de plus en plus de place dans ma vie, avec beaucoup de déplacements, de nombreux stages, beaucoup de temps consacré à la pratique. Rapidement, c'est devenu une pratique quotidienne. Et quand j'ai eu l'âge de me poser la question sérieusement d'envisager une profession, je me suis dit que je voulais devenir professionnel d'aïkido. Moi, en ce qui me concerne, je pense que l'aïkido en lui-même contient un message qui est à la fois universel et intemporel. Intemporel et moderne. Moderne parce que finalement, O-sensei était probablement quelqu'un qui avait une vision vraiment, et non pas seulement sur son époque, même si c'était un homme, je pense, vraiment enraciné dans son temps, mais également sur le futur. Et il a transmis quelque chose qui non seulement dépasse le cadre de la culture japonaise, l'aïkido crée sa propre culture. Et quand on voyage, on se rend compte de ça. On se rend compte qu'on voit des gens qui sont de pays différents, de cultures différentes, il y a la barrière de la langue, il y a toute une série de choses. Mais l'aïkido c'est faire des ponts. Quand on pratique l'aïkido, on doit plus faire de ponts que construire de murs. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que... indépendamment de l'aspect extérieur et de même des techniques, parce que finalement, l'aïkido a évolué. Quand on voit l'aïkido d'O-sensei et puis quand on voit l'aïkido actuel, on se rend bien compte que l'aïkido, finalement, quelque part, a évolué, mais c'est une évolution dans laquelle il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas perdre le fond, l'essence de ce qui va faire la pratique. Et l'essence de ce qui va faire la pratique, ce sont les principes. Les formes techniques doivent véhiculer des principes. Et ça, c'est très important. Quand on parlait des formes modernes de combat, souvent, on se réfère à des formes qui incluent la compétition sportive. En aïkido, c'est quelque chose que l'on n'a pas adopté pour un ensemble de raisons. C'est intéressant d'en parler parce que il y a des avantages à la compétition et des désavantages. C'est clair que si l'aïkido adoptait la compétition, les formes changeraient fondamentalement. C'est évident. Déjà parce que certaines techniques et certaines situations ne seraient plus abordées, tout simplement parce qu'elles sont improbables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes à étudier, mais elles sont improbables dans une application sportive. Donc elles ne seraient déjà plus abordées. Et certaines formes techniques peuvent être dangereuses également en compétition, donc on les mettrait de côté. Maintenant, on pourrait certainement trouver un moyen de s'affronter, d'avoir ce genre de choses. Je crois que la compétition sportive, finalement, même si dans un certain sens, elle permettrait probablement de ramener certaines personnes un peu avec les pieds sur terre, parce que l'absence de compétition fait qu'il n'y a aucune recherche de performance en aïkido. Beaucoup de gens parfois justifient certaines choses en disant oui, mais dans mon école on fait comme ça, alors qu'en réalité, quand vous voyez les disciplines sportives,
Plus l'objectif est simple, moins il y a de style. Si vous regardez par exemple le 100 mètres en athlétisme, eh bien courir le 100 mètres, c'est quelque chose au niveau d'objectif extrêmement simple. Je ne dis pas que le faire c'est facile, c'est un entraînement très rigoureux, très difficile. Mais, et c'est technique aussi, mais il n'y a pas de style. Il n'y en a pas un qui va démarrer debout en tournant le dos à la piste. Ça n'existe pas. Il peut le faire, mais tout simplement, il n'arrivera pas. Donc tout le monde fait la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une recherche de performance. Et je crois qu'en aïkido, cette partie-là est trop souvent oubliée. En réalité, l'aïkido, comme n'importe quelle discipline, est soumise à des lois de la biomécanique humaine. Donc on ne peut pas tout justifier, on ne peut pas tout faire. Donc effectivement, oui, j'ai pratiqué d'autres arts martiaux. J'ai fait du Muay Thai pendant plusieurs années. Je me suis beaucoup intéressé au jiu-jitsu brésilien également. Alors, est-ce que ça modifie ma façon d'enseigner les Kihon ? Non, pas à proprement parler. Maintenant, c'est une expérience qui pour moi a été importante. Je prends un exemple simple. Si on parle d'atémie, comme on en parle souvent en aïkido, il est clair que avoir pris des coups et en avoir donné, ça permet de relativiser les choses et on sait de quoi on parle. D'un point de vue strictement personnel, ce n'est probablement pas la réalité pour tout le monde, mais pour moi, je pense qu'en tant que professionnel, avoir un peu de culture sur d'autres arts de combat, c'est important. Je pense que c'est important aussi de ne pas être pris au dépourvu parfois, parce que, on en parlait précédemment, il y a des gens qui arrivent au dojo, qui ont pratiqué d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat, et qui, parfois peuvent avoir... Donc c'est important de ne pas être systématiquement dans le refus et d'être capable de savoir un petit peu, d'avoir un peu de culture générale, savoir ce qui va se passer, ne pas être perdu. On parlait tout à l'heure je parlais du jiu-jitsu brésilien. Il ne s'agit pas nécessairement d'introduire, il ne s'agit pas du tout même d'introduire des formes de jiu-jitsu en aïkido, la question n'est pas là. Mais j'ai déjà vu dans des stages comme ça, des gradés 4-5e dan en aïkido être tenus au sol par quelqu'un qui avait fait 6 mois de jiu-jitsu, être sur le dos comme une tortue sans savoir quoi faire. Donc voilà, je pense que pour un enseignant, pour une culture générale, encore une fois, il ne s'agit pas de mélanger les choses, c'est important, mais pour une culture générale, c'est pas mal d'avoir un peu d'ouverture. Beaucoup de professeurs que je connais actuellement font cette démarche, ont quand même un petit peu d'ouverture sur d'autres arts. Les choses sont probablement moins cloisonnées qu'avant, même si, encore une fois, c'est important, il s'agit de ne pas mélanger. Mais donc, je pense que ça a sculpté ce que je suis dans la pratique de manière transversale, mais pas spécifiquement dans ma façon d'enseigner les Kihon. Les Kihon sont les Kihon, c'est quelque chose de très fondamental. En fait, donc d'un point de vue strictement historique, je veux dire, les Shomenuchi et les Yokomenuchi en aïkido sont intimement liés aux attaques au sabre. On est réellement dans des lignes de coupe, complètement. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander quelle est la pertinence de garder une attaque de Shomen à main nue. Finalement, Yokomen, on peut encore envisager. Shomen, voilà. Alors, en fait, il suffit de très peu de choses pour rendre la main nue dangereuse. Il suffit de prendre un objet. Mais d'un point de vue de la construction en aïkido, il faut bien comprendre de quoi on parle. Il faut bien comprendre qu'en aïkido, on n'a jamais une étude de technique qui va être une réponse à une solution. Si on t'attaque comme ça, tu fais ça. Même si l'apprentissage, quelque part, induit un peu ce genre de choses avec la systématisation des rôles d'uke et de tori. Et donc, quelque part, toujours quelque chose où il y a un gagnant, il y a un perdant, il m'attaque, et toutes les situations que l'on va pouvoir développer à partir de ce système. Mais c'est un système d'apprentissage. Plus on va segmenter les choses et créer des rôles, plus on est dans un système de construction et d'apprentissage. Et en ce sens, par exemple, une attaque comme Shomenuchi est très intéressante parce que c'est une attaque qui est armée, dans le sens où il faut prendre un élan, il faut monter. Donc déjà pour celui qui le fait, tout comme pour celui qui le reçoit, ce n'est pas une attaque surprise.
C'est pas quelque chose où on arrive sur le côté comme ça, bang, on fait un petit coup. Non, c'est une attaque qui vient de loin, hein, puisqu'il faut tenir compte du moment où la main va monter. Et cette gestion-là, pour l'attaquant, pour hooker, c'est très important. Ne pas être ouvert inutilement. Donc, on apprend cette vigilance. On apprend cet alignement à un moment donné entre la main qui monte et la tête qui vient sous la main, qui va être le moment où la main va partir, hein, pour que l'attaque en elle-même inclue en même temps la protection. Quelque part, on ouvre et on ferme l'espace. Et en fermant l'espace, on se crée une protection également derrière l'attaque. Donc, il y a tout ce processus, tout ce travail, qui n'est pas évident du tout, qui fait que l'attaque doit inclure la protection de l'attaquant. Dans le showman, c'est quelque chose qui est difficile parce que, justement, c'est probablement l'attaque la plus ouverte qu'on puisse imaginer. Second point, c'est vrai qu'un shomenuchi à main nue, c'est pas très dangereux. Ça peut faire mal, mais bon, globalement, c'est pas quelque chose de très dangereux. Et c'est ce qui va en faire l'intérêt. Ce n'est pas très dangereux, mais c'est très contraignant. Pourquoi est-ce que c'est contraignant? Parce que, premièrement, on apprend le sens du contact. Alors, ça doit être progressif, bien sûr, mais à un moment donné, il y a quand même un contact, bras contre bras, quand on n'est pas encore très habitué, etc. Et pourquoi est-ce que c'est contraignant aussi? Parce que c'est une attaque qui va descendre verticalement sur l'axe central du corps. Et quelque part, des techniques basiques que l'on va retrouver, par exemple Shomenuchi Kyo, Shomenuchi Riminage, ce genre de techniques, qui sont extrêmement difficiles. Pourquoi? Parce qu'elles résument techniquement le propos de l'aïkido. Quelque chose qui descend, quelque chose qui monte, comment on va articuler ça sans qu'il y ait de blocage frontal et de choses comme ça. Et Shomenuchi va apprendre tout ça. Et même si ce n'est pas une attaque nécessairement que l'on va retrouver à main nue de manière, je vais dire, réaliste, hein. On peut parler de la réalité. Hein. Ce qui se passe dans un dojo n'est pas moins réel que ce qui se passe en dehors du dojo. Chaque situation va créer sa propre réalité. Hein. Mais bon, hein, dans le contexte du dojo, c'est vraiment une attaque très intéressante parce que elle arrive comme ça, elle est contraignante mais pas dangereuse. C'est exactement le contraire d'un Jodansuki par exemple. Le Jodansuki est beaucoup plus dangereux. Par contre, il est moins contraignant. Une construction technique est plus facile de manière générale. Sur, par exemple, Jodansuki Ikkyo, techniquement, c'est plus facile que Shomenuchi Ikkyo. Mais par contre, les gens ont plus peur du Jodansuki et si on prend le Tsuki en plein visage, ben c'est plus dangereux que si on prend un Shomenuchi. Et donc, en Aïkido, l'option est de dire, à travers des formes très générales, finalement, on va étudier à peu près toutes les options, tous les angles. Sur des frappes, des choses qui arrivent de façon très directe, des choses qui vont arriver de haut en bas, des choses qui vont arriver latéralement, des saisies, des contraintes. Et tout ça, c'est très intéressant. C'est pas dans la question, mais on peut prendre le principe des saisies de poignet. Une saisie de poignet, c'est intéressant parce qu'en réalité, on ne peut saisir la main que si on la donne. Et c'est bien là que se situent les choses. Obliger Tori à être partie prenante dans ce qui se passe et non pas être une victime, ne pas attendre. Par exemple, les saisies caractéristiques en aïkido où on vient prendre par au-dessus, si les mains sont hautes, sont difficiles. Donc par définition, ça veut dire que Tori monte et Uke stoppe quelque chose qui monte. On donne souvent comme exemple la sortie du sabre à ce niveau-là. Mais ça paraît logique, même à main nue. Quelque chose monte et l'autre va stopper. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc finalement, quand on comprend la façon dont c'est construit, les formes d'attaque classiques de l'aïkido sont très intéressantes et amènent des applications sur des terrains très, très variés. Tout à l'heure, je parlais de certaines formes dans l'apprentissage qui sont improbables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes. Qu'est-ce que c'est une forme improbable? C'est une forme qu'on va... Je prends les Ushiro Waza, par exemple, tels qu'ils sont abordés en aïkido. C'est probablement quelque chose qu'on ne peut pas rencontrer en dehors d'un dojo, de cette façon-là. Mais c'est intéressant parce qu'à un moment donné, la progression va être à la hauteur des qualités des questions que l'on va se poser et des qualités des réponses que l'on va apporter à ces questions en accord avec les principes de l'aïkido. Et donc, se poser des questions intéressantes,
finalement, c'est l'apprentissage. On se pose des problèmes que l'on apprend à résoudre. Et puis à un moment donné, quand tout à peu près est résolu, eh bien, les mouvements deviennent simples, épurés, directs. Et ça, c'est tout un processus. Et l'aïkido est un système, je disais tout à l'heure, finalement assez moderne, parce qu'il est très bien construit dans ce sens. Quelque part, chaque technique, chaque forme a son intérêt propre et va à un moment donné apprendre à solutionner un ensemble de problèmes. Un autre point de vue important, c'est que l'aïkido, c'est une voie, c'est un chemin qui est finalement indissociable de la vie elle-même. Donc ça veut dire que quand on pratique, finalement en aïkido, quel est le but ? Alors, quand on commence, parfois on a un objectif très simple. Pour un ensemble de raisons, je veux me sentir mieux dans ma peau, je veux faire un travail physique, je veux rencontrer des gens, je veux apprendre à être plus serein, je veux apprendre à me défendre. Donc, finalement, c'est beaucoup d'attentes pour parfois peu d'engagement. Les gens qui viennent au dojo 1 à 2 fois par semaine, mais ils veulent le package complet. Ça, c'est un petit peu difficile, un petit peu délicat. Par contre, ce qu'il faut, c'est à partir de cette motivation-là, s'ouvrir aux autres aspects de l'aïkido. Je crois que le message de l'aïkido est un message de communication là où, initialement, la communication n'existe pas. Dans le combat, on est dans la non-communication. Et dans l'aïkido, on essaye de réintroduire de la communication là où normalement elle n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à l'aïkido. Et je crois que si on modifiait ce type de choses, si on modifiait l'aïkido trop en profondeur, je pense qu'on perdrait ce qui fait vraiment la spécificité et le cœur de l'aïkido. À partir de quand on peut dire qu'à un moment donné, l'aïkido va s'arrêter ? Je n'ai pas de réponse fixe à ça. Il y a tellement d'interprétations de l'aïkido. Alors, les armes en aïkido sont à la fois la représentation la plus claire de la martialité de l'aïkido. Donc, même s'il n'y a pas à proprement parler de combat libre aux armes, ce qui ne veut pas dire que le danger est absent et que l'adrénaline ne peut pas être présente. Mais bon, je veux dire que le principe d'intégrité, c'est-à-dire ne pas blesser l'autre, est toujours au cœur de notre pratique. Et donc, bien sûr, la maîtrise de la potentielle dangerosité de cette pratique est évidemment un pilier central. C'est quelque chose d'extrêmement important, toujours, la maîtrise de ce que l'on fait. En fait, en aïkido, on va avoir une grande diversité de pratiquants. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas dans les autres arts martiaux. Mais en aïkido, ce qui va vraiment faire notre spécificité, ça va être de permettre à tous ces pratiquants de travailler entre eux de manière générale. Donc en aïkido, c'est une des rares disciplines où un professionnel va travailler avec un amateur, même débutant. Et ça, c'est une richesse pour les deux. Et on va trouver des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui ont beaucoup de capacités physiques, d'autres beaucoup moins. Et donc, c'est vrai, on dit souvent que l'aïkido est ouvert à tous, ce qui est globalement exact. Mais on va rencontrer, il y a aussi beaucoup d'anciens dans l'aïkido. Ils sont là et ils font tous les matins le cours de 6h30 à 7h30, le cours du doshu. Presque comme un rituel de purification du corps. Ils viennent, ils font ce qu'ils font. Certains sont bons. Et donc, je veux dire que c'est une grande richesse. L'aïkido permet ça. Maintenant, les projecteurs soient braqués sur la jeunesse en aïkido également. Tout comme le travail des femmes. On a besoin de femmes en aïkido. Il y a actuellement beaucoup de modèles féminins qui sont des modèles non seulement pour les femmes, mais pour les hommes, qui sont des modèles pour les aïkidokas de manière générale. Et l'aïkido a besoin de cette pluralité, de cette diversité. On est quelque part, fluidité, c'est une forme d'expression. La fluidité, c'est quelque chose qui doit venir naturellement. Qui travaille dans un magasin, qui prend des caisses et qui les met là, toute la journée, qui les range dans des rayons,
Au bout d'une semaine, il va avoir mal au dos. Alors il a deux solutions. Soit il va être complètement cassé, soit il va trouver une manière d'utiliser son corps et d'arriver à faire les choses de façon beaucoup plus fluide. Voilà, à un moment donné, les choses doivent se faire de plus en plus naturellement avec le moins d'efforts possible. C'est le principe d'économie en aïkido. Il y a deux grandes façons de travailler. Il y a la recherche du maximum possible, qui est importante à explorer quand on est jeune, qu'on a des partenaires qui le permettent. Et puis, à un moment donné, on va vers quelque chose qui sera le minimum nécessaire. Quel est l'engagement physique minimum qui va être nécessaire pour pouvoir assurer une technique et pour pouvoir être crédible dans la façon de faire la technique. Trop de martialité ou pas assez de martialité, ce sont les deux facettes d'une même incompréhension de ce qu'est la martialité en aïkido. La martialité en aïkido, c'est un fil d'Ariane. C'est un fil continu sur lequel, comme des funambules, on est tout le temps en train de marcher et elle permet d'en apprendre beaucoup sur soi à travers la rencontre avec l'autre. Et la spécificité de la rencontre martiale, c'est qu'elle ne peut pas mentir. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On apprend grâce à l'autre, on apprend sur soi. Et donc, cette transition de la force vers la fluidité, elle ne se fait pas à un moment donné, elle se fait tout au long de la vie du pratiquant. Il n'y a pas un moment où on laisse la force pour aller vers la fluidité. À partir du moment, voilà, il y a un travail progressif de l'un vers l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on apprend, il faut apprendre des formes claires et rigoureuses pour avoir une structure du corps, pour avoir des références techniques. Il ne faut pas chercher à devenir original. Et d'ailleurs, les gens qui ont leur propre forme, c'est quelque chose qui leur est très naturel, qui correspond à leur forme de corps, qui correspond à ce qu'ils sont à l'extérieur et à l'intérieur. Être capable de donner les choses aux gens quand elles leur sont utiles, et pas simplement quand les gens les réclament, ou quand le sensei a envie d'enseigner et de montrer ce qu'il sait. Et ça, c'est la marque des grands sensei, et j'ai eu la chance, je pense, d'avoir ça. J'ai eu la chance que ces personnes s'intéressent à moi et jettent un regard sur moi. Je suis particulièrement reconnaissant à ce niveau-là à Stobart Sensei, à Tissier Sensei, jusqu'à maintenant, que je suis toujours. Donc, je suis venu au Brésil pour la première fois en 1999, donc ça remonte déjà. Le temps passe, ça fait 27 ans. Donc je suis venu pour la première fois à Recife. Donc c'était à l'occasion d'un stage qui avait été organisé avec Georges Stobart Sensei, qui est venu enseigner ici à Recife. Et je suis revenu 3 fois, je pense, 2 ou 3 fois, je pensais 3 fois, pour donner des stages invités par un professeur de Campinas qui m'avait rencontré à Paris dans des stages de Christian Tissier et Marcelo de Nascimento. Et donc il m'a invité à Campinas et j'y suis allé 3 fois, je pense, 2 ou 3 fois. Et puis ensuite, je suis depuis 2016, 2017. Depuis 2017, je viens chaque année au Brésil, à Recife, au Munhan Mushin Dojo, invité par mon élève et ami Tadeu Marinho, n'est-ce pas? J'ai également été invité par Daniel Ono pour donner un stage à São Paulo il y a 2 ans. Et puis je suis ici maintenant, après le stage à Recife, nous sommes venus, toi et moi, à Palhoça, invité par Osmaïr, du Shugyo Dojo, pour un stage qui commence, et nous sommes dedans maintenant.